Bien. Mesdames et messieurs les présidents, mon général, je suis Olivier Martin, je suis président du comité de pilotage de la chaire économie de défense et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre conférence annuelle dans un contexte particulier comme vous le voyez. D'habitude nous sommes plus de 300. Les contextes Covid s'imposent. Et heureusement, nous avons pu préserver une présence de quelques personnes. Cette conférence va s'ouvrir par une intervention de notre président du conseil scientifique, M. Christian de Boissieu, qui sera suivi par une ouverture également par le général Destremo, directeur de l'IHEDN. Bertrand. C'est à moi, si je comprends bien. Chers amis, bonjour. Je ne suis pas tout à fait le perdreau de l'année, donc c'est mon âge pas avancé, mais enfin pas non plus totalement raisonnable, qui fait que je ne suis pas avec vous. Mais je suis ravi d'être avec vous, au moins par ces moyens distanciels, comme on dit. Cher Olivier, mon général également, chers tous, je voudrais d'abord dire quelques mots sur la chaire elle-même et ensuite quelques mots sur le sujet qui nous rassemble cet après-midi. Sur la chaire, je rappelle qu'elle a été créée en 2014, elle a un peu plus de 6 ans. Moi, je dois vous dire, pour être court, que je suis très fier des travaux qui ont été menés depuis 6 ans par cette chaire. Donc, je voulais remercier toute l'équipe, animée par Jean Belin, par Julien Malizard et par les autres. Je voulais remercier l'IHEDN, général Destremo, de nous faire confiance. Je remercie Olivier Martin. Je remercie beaucoup les sponsors qui également nous font confiance depuis le début, ou se sont joints aux premiers arrivés dans ce travail de soutien de cette chaire. Si la chaire fonctionne bien, ce n'est pas grâce à moi. Le rôle du conseil scientifique, notre rôle au conseil scientifique, c'est de prendre connaissance, d'évaluer les travaux et puis d'impulser les prochains travaux. Mais je veux dire, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le travail, il est fait par l'équipe. Il n'est pas fait par moi. Mais je remercie tous les membres du conseil scientifique du temps qu'ils passent avec moi pour faire ce travail. Je pense aussi que l'IHEDN a toutes les raisons d'être fier de cette chaire. Je ne sais pas si l'IHEDN est, à mes yeux, assez fier de cette chaire. Moi, je souhaiterais qu'on ait tout le soutien possible. Mon général, encore plus de soutien possible. Je pense que la visibilité, c'est très important dans le monde d'aujourd'hui, à condition d'avoir des choses à dire et des choses à vendre. Et la chaire, elle a des choses à dire. Elle le dit dans les revues scientifiques les plus avancées. Elle le dit aussi dans des travaux plus pédagogiques tournés vers l'opinion publique, vers le grand public. Donc, je pense que même si beaucoup de choses ont été faites, pour l'image, la visibilité, la crédibilité, je pense qu'il faut qu'on travaille encore plus la main dans la main entre vous-même, mon général, et l'équipe de cette chaire économie de défense. C'est un souhait que j'émets, si vous permettez. Je passe au thème. Quelle politique industrielle européenne de défense? Bon, le sujet, j'allais dire, il est dicté aussi par l'actualité, même si le sujet n'est pas nouveau, mais je dirais qu'il est renforcé par l'actualité. Pourquoi? Parce que la crise extraordinaire que nous traversons et qui n'est pas finie, qui est à la fois une crise sanitaire, une crise économique, et les deux aspects sont étroitement imbriqués, comme vous le savez. Cette crise, depuis le début de l'année 2020, a conduit un peu partout, j'allais dire, à un retour de l'État, un retour des États. Alors, en France, l'État, il n'est jamais parti, donc ce n'est pas vraiment un retour, mais disons, un peu partout dans le monde, y compris dans les pays dits les plus libéraux, sous l'effet de cette crise et de ses conséquences graves du point de vue économique et social, vous avez le retour des politiques industrielles, le retour de l'État stratège. Ce n'est pas par hasard, j'imagine, que M. Macron
a décidé de créer un haut commissariat du plan, confié à M. Bayrou, comme vous le savez. Bon, l'idée de ce haut commissariat, j'imagine, c'est de voir loin le long terme et puis de développer cette fonction d'État stratège. Alors, les termes qui sont à la mode, mais ce n'est pas uniquement des phénomènes de mode, c'est plus profond que ça. C'est le débat sur les relocalisations, c'est le débat sur la réindustrialisation, étant entendu que moi, quand je parle de politique industrielle ou de réindustrialisation, je ne vise pas uniquement les 14% du PIB en France qui correspondent à ce qu'on appelle l'industrie au sens étroit. Je pense qu'aujourd'hui, les politiques industrielles doivent concerner pratiquement l'ensemble de l'économie, pas uniquement l'industrie au sens strict, les services, l'agroalimentaire, tous les secteurs d'activité sont passibles et méritent une vision stratégique. Et ce retour des politiques industrielles, au fond, le débat, c'est à quel niveau doit-il se faire? Les deux étages de la fusée, pour utiliser un terme à la fois civil et militaire, l'étage national, mais aussi pour nous l'étage européen, parce que je pense que sur beaucoup d'aspects, le niveau national est trop petit d'une certaine façon. Pour vous donner un exemple, pour moi, aller chercher à construire des GAFA françaises, allemandes, italiennes, ça n'a pas de sens. Le débat sur les GAFA, il ne peut être qu'un débat européen pour faire pièce à ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, etc. Le monde extérieur bouge. Il faut absolument que l'Europe arrête d'être naïve, comme elle a pu l'être sur un certain nombre de sujets industriels, de politique de la concurrence ou d'autres aspects. Alors, sur l'étage européen d'une politique industrielle de défense, pourquoi, sur pas mal de questions, pas toutes, il convient d'essayer de privilégier une approche européenne. Bon, alors cette approche européenne, bien sûr, elle a l'air contradictoire avec le retour vers le besoin de souveraineté. Retour vers le besoin de souveraineté également apparu depuis quelques mois sous l'effet de la crise. La volonté de mieux maîtriser à la fois ses objectifs et ses instruments, la volonté de contrôler son destin. Moi, j'ai vu fleurir ce débat pratiquement dans tous les pays européens. Mais je pense que même si aujourd'hui la souveraineté ou le retour du débat sur la souveraineté est porté au niveau national, dans nos questions de défense et d'armement et d'industrie, j'allais dire monolithique ou dual civil-militaire, l'étage européen est essentiel. Je vais donner quelques arguments. Première idée, je pense qu'il y a une complémentarité des compétences entre les pays européens eux-mêmes. Bon, alors c'est vrai que le Brexit, d'une certaine façon, est un sujet en soi, parce que l'axe franco-britannique en matière de défense va rester là, mais nous, il ne doit absolument pas nous empêcher de nous tourner vers les autres pays qui restent dans l'Union européenne avec nous, je veux dire bien sûr l'Allemagne, ne pas oublier l'Italie, ne pas oublier d'autres États membres de l'Union européenne. On reparlera, j'imagine, des conséquences du Brexit sur notre sujet, mais pour moi, mon hypothèse, c'est que les accords de Lancaster House vont rester dans le paysage, renouvelés. Le bilatéral franco-britannique va rester dans le paysage malgré le Brexit, mais il ne doit absolument pas nous empêcher de faire plus de choses avec ceux qui restent dans l'Union européenne, c'est-à-dire l'UE des 27. Bon, deuxième argument, premier argument, c'est ce que j'ai appelé la complémentarité des compétences. Deuxième argument, l'exigence d'innovation. Je pense que quand vous êtes dans un monde aussi incertain de celui dans lequel nous sommes et dans lequel nous allons rester pendant des années, de la vraie incertitude, de l'incertitude non probabilisable, non passible du calcul des probabilités, je pense que la manière d'être proactif dans ce monde-là, c'est d'aborder frontalement, en quelque sorte, la gestion de l'innovation dans tous les sens. Nouvelles technologies, nouveaux produits, nouvelle organisation. Et il me semble que sur beaucoup de sujets d'innovation, la bonne échelle, c'est l'Europe, ce qui n'empêche pas de faire de l'innovation dans chacun de nos pays. Je répète, je pense qu'il faut travailler ensemble sur les deux étages de la fusée, mais que l'innovation, souvent, ça suppose la taille, même si les PME innovent aussi, mais souvent la grande taille peut être une condition pour innover et que également l'innovation, ça suppose les talents
Et pour moi, la problématique des talents, elle doit se faire au niveau européen et pas uniquement dans chacun de nos pays membres. Troisième argument, les effets d'échelle. Ça rejoint le débat sur la taille. Là, il y a un débat, je ne veux pas insister, sémantique, mais plus que sémantique. Économie d'échelle, effet d'échelle. Il n'y a pas toujours des économies d'échelle en matière d'industrie de défense. Il y a même des seuils à partir duquel les économies d'échelle disparaissent au-dessus d'une certaine taille. Mais je pense que les effets d'échelle, dus au fait que 1 plus 1, ça peut faire 2 et parfois plus que 2 en termes de capacité de négocier sur le plan mondial, de capacité d'exister, à la fois dans son environnement immédiat et sur la scène mondiale, ça fait que moi j'attends aussi que la politique industrielle de défense au niveau européen nous procure et joue de ce que j'appelle ces effets d'échelle. J'ajoute que les questions de financement, je pense que beaucoup de questions de financement aujourd'hui doivent être abordées au niveau européen. Alors je salue la mise en place du FEDEF, le Fonds européen de la défense, mais qui va avoir quelques milliards d'euros sur quelques années, sur 7 ans. C'est nécessaire, ce n'est pas suffisant par rapport aux ambitions qu'il faut avoir. Je termine en disant que je n'oublie pas dans ce débat industriel le tissu des PME qui me paraît fondamental. Moi, ça fait à peu près une douzaine d'années que, comme d'autres, j'appelle de mes voeux la mise en place d'un Buy European Act, qui soit un peu le pendant en Europe du Buy American Act. Le Buy European Act, ça permettrait, entre autres choses, de réserver une proportion significative des marchés publics vers le tissu des PME. Moi, je me souviens de Madame Lagarde, j'entends encore Madame Lagarde en parler à Bercy en 2008. Où en est-on en Europe? Pas tellement avancé. Et ça concerne tous les secteurs, le civil, le militaire, les entreprises et les industries duales. Donc, il ne faut pas que la défense reste à l'écart de ces débats. Et je termine vraiment en disant que sur 2 sujets, je pense que nous avons 2 sujets importants à traiter en Europe, qui sont un peu la toile de fond de l'après-midi, même si ça ne concerne pas que la défense. Il nous faut une nouvelle politique de la concurrence en Europe qui mette le paquet sur l'objectif de compétitivité de nos entreprises dans tous les secteurs, y compris les industries de défense. Jusqu'à présent, Bruxelles a privilégié la protection des consommateurs plutôt que la recherche de la compétitivité des entreprises. Pour ma part, je n'oppose pas les deux. Plus de compétitivité des entreprises, ça veut dire aussi potentiellement des gains pour les consommateurs à travers des baisses de prix. Donc, moi, j'attends que Bruxelles avance rapidement. Il n'y a pas besoin de changer les textes européens. Il suffit de changer, modifier leur interprétation. Et puis, toile de fond qui concerne la défense, comme tous les secteurs de l'économie, je reviens sur les problèmes de financement. Depuis 2015, on parle d'une union des marchés de capitaux dans l'Union européenne, aujourd'hui à 27, sans Londres. Il faut la faire sans Londres et peut-être contre Londres. Simplement, quand vous regardez où on en est du côté de cette union des marchés de capitaux, qui doit améliorer le financement des entreprises, qui doit améliorer le financement en particulier des PME, et je reviens sur la question des PME, nous sommes dans les starting blocks. Donc, même si aujourd'hui l'urgence, c'est de sortir de la crise sanitaire et gérer la crise économique, je pense qu'il va falloir à Bruxelles rouvrir rapidement cette question du financement au niveau européen, au-delà des plans de relance que je salue, plan de relance français, plan de relance européen de 750 milliards d'euros, mais qui n'est toujours pas acté pour les raisons que vous savez. Au-delà de ces plans de relance, je pense qu'il faut que nous ouvrions rapidement un certain nombre de dossiers et que ça aura des conséquences positives sur tous les secteurs, y compris pour les industries de défense. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs les députés et sénateurs, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux de société, chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous dire quelques mots en ouverture de cette conférence annuelle de la chaire économie et défense de l'Institut des hautes études de défense nationale. Heureux et fier d'avoir ainsi l'occasion de saluer le travail de cette chaire, issu d'un partenariat actif avec le Fonds de dotation de l'IHEDN,
que je tenais à remercier pour son implication décisive. Tenez aussi à vous rassurer, Monsieur le Président du Conseil scientifique, sur la qualité des liens, la confiance et les synergies qui existent entre l'Institut et la chaire. Partagez aussi avec vous, et je l'en remercie ici, l'étroitesse des liens, pour ne pas dire la complicité que je peux avoir aujourd'hui avec le président du Fonds. Je voudrais aussi remercier les mécènes qui contribuent par leur précieux soutien au développement d'études dont la dimension stratégique et prospective constitue pour tous les acteurs du secteur un atout primordial. Je vais citer Airbus, Arcus, MBDA, Naval Group, Nexter, Safran et Thales. Inutile de souligner les bénéfices induits par la réflexion conjointe menée dans le cadre de cette chaire, unique en son genre. Réflexion nourrie par l'échange, par le dialogue engagé entre chercheurs, économistes, industriels de défense et représentants des forces armées. Il s'agit de faire se rencontrer des mondes trop souvent séparés qui trouvent ici l'occasion de creuser, de croiser leurs points de vue. Occasion de réfléchir ensemble à l'orientation des choix stratégiques, de choix déterminants pour l'avenir de la nation, sa défense, sa sécurité, mais aussi pour assurer la vitalité de son tissu industriel. Réflexion utile à l'ensemble des parties prenantes de l'économie de défense, et en particulier à tous ceux qui doivent pouvoir participer en toute connaissance de cause, pouvoir anticiper en toute connaissance de cause les investissements nécessaires au pays. L'État, bien entendu, a besoin de la recherche et de l'appui d'une expertise de haut niveau, d'une expertise pluridisciplinaire. L'État a besoin des plus hautes compétences dans tous les champs pour engager les dépenses indispensables à la défense du pays, pour protéger les populations et sécuriser les territoires, pour assurer nos capacités d'intervention, pour prévenir, pour appréhender les nouvelles menaces et les anticiper. Autrement dit, l'État a besoin du soutien de la recherche pour préparer le pays à affronter les défis éminemment complexes du XXIe siècle. Complexité substantiellement accrue, chacun le sait, en raison de la prolifération de nouvelles menaces et de l'évolution rapide des formes de conflictualité. La création d'une chaire réunissant les macroéconomistes spécialisés dans l'industrie de l'armement est ainsi venue satisfaire une attente auquel ne répondait pas le système universitaire. Cependant, c'est bien l'exercice de l'échange interactif avec les différents décideurs et praticiens du secteur qui fait la valeur particulière de cette chaire, unique, je le disais tout à l'heure, en son genre. Faire se rencontrer civils et militaires, décideurs publics et privés, universitaires et praticiens, c'est un peu la marque de fabrique de l'IHEDN. Et sans doute une des principales raisons d'être d'un institut comme le nôtre. Un institut qui a pour mission de forger cette unité de pensée et d'action qui permet au pays de faire bloc, de faire front dans l'adversité. C'est une mission conférée dès l'origine à l'Institut, une mission, vous n'en serez pas surpris que je crois aujourd'hui, plus utile que jamais, une mission qui suppose d'être en capacité de fournir un contenu de haut niveau aux cadres dirigeants, issus de toutes les sphères d'activité, publiques ou privées, que nous accueillons dans la session nationale. Cette chaire, économie de défense, au même titre que la chaire Castex de cyberstratégie, nourrit par ses travaux les réflexions menées par les auditeurs, contribuant ainsi à leur formation et à leur excellence.
Les auditeurs ayant choisi d'approfondir les sujets armement et économie de défense sont bien entendu intéressés en premier chef par les productions issues de cette chaire. Il va de soi, cependant, que les questions soulevées ici ne relèvent pas d'un champ de réflexion théorique coupé des enjeux globaux, interministériels, intersectoriels de sécurité et de défense. Les enjeux de la politique de défense, les enjeux maritimes, les enjeux de souveraineté numérique et de cybersécurité, mais aussi les enjeux de défense et de sécurité économique qui seront dès la rentrée prochaine explorés dans le cadre d'une toute nouvelle majeure, ne constituent pas des enjeux séparés. Ces enjeux ne sont disjoints qu'abstraitement. De facto, tout est lié. Le traitement politique de ces enjeux suppose bien en effet une vision globale qui tienne compte de leur interaction. C'est donc bien au déploiement d'une réflexion stratégique globale sur les enjeux de sécurité et de défense que contribuent les travaux menés dans le cadre de nos chaires. Ces travaux obéissent à un même principe de décloisonnement que celui qui préside à l'élaboration des formations dispensées par l'IHEDN. Il s'agit, tout en s'appuyant sur la finesse d'une expertise souvent marquée par sa technicité, de saisir l'interdépendance des différents enjeux en même temps que leur spécificité. Telle est en tout cas l'ambition qui anime la nouvelle session nationale de l'IHEDN, qui sera mise en œuvre à la rentrée prochaine, une session nationale comportant un socle commun de formation à tous les auditeurs, un socle commun destiné à forger une culture de défense commune, à favoriser le déploiement d'une réflexion stratégique portant sur des enjeux prospectifs et transversaux. Et 5 majeurs, que j'ai déjà cités, permettant de répondre aux besoins d'approfondissement d'auditeurs aux compétences spécifiques. Le thème que vous avez choisi pour cette conférence annuelle, ainsi que la diversité des intervenants, attestent clairement, en tout état de cause, de la forte intrication des enjeux géopolitiques, enjeux économiques, enjeux d'innovation, enjeux de coopération, dimension nationale mais aussi européenne des questions de défense. C'est donc avec beaucoup d'intérêt et d'attention que je suivrai les échanges de ce jour. D'autant qu'il s'agira à la fois de s'interroger sur le caractère polymorphe des nouveaux défis à relever, au nombre desquels figurent désormais les enjeux vitaux de défense et de sécurité économique, et sur la dimension européenne des moyens à mettre en œuvre pour parvenir à les affronter efficacement. L'IHEDN, comme l'y a invité très explicitement le Premier ministre dans sa lettre de mission, inscrit résolument sa réflexion dans la perspective de la construction d'une architecture européenne de défense et de sécurité. La question de l'autonomie stratégique européenne constitue, en effet, un enjeu de premier ordre. Comme n'a d'ailleurs pas manqué de le rappeler le président de la République dans un long entretien accordé cette semaine avec Conversation. Un point crucial pour l'avenir du continent y est soulevé à la fois sans phare et sans détour. Ce point, je voudrais le poser ici, à l'ouverture de cette conférence, et sous la forme d'une interrogation. Comment assurer cette nécessaire autonomie stratégique européenne sans retrouver l'efficacité requise dans sa mise en œuvre politique? Une efficacité amoindrie par l'application stricte du principe d'unanimité. Ne faut-il pas se mettre en situation de bâtir une Europe-puissance pour être en mesure d'affronter les défis du XXIe siècle?
Comment y parvenir sans repenser de manière pragmatique les termes d'une coopération efficace entre les États animés par une même ambition pour l'Europe? Ces questions, à n'en pas douter, constituent la toile de fond des débats que vous pourrez avoir, ou comme l'indique le Président, l'impensé des actions et des réflexions que nous menons. Et pour reprendre les termes exacts et forts du Président de la République, nous n'avons pas suffisamment pensé, ce qui fait de nous une puissance dans le concert des nations, une région très intégrée avec un fait politique clair. L'Europe a besoin de bâtir ses propres solutions. C'est cet impensé ou ce non-dit que je souhaitais mettre en exergue avant que s'ouvrent les tables rondes de cette conférence annuelle. Je suis certain que vos débats ne manqueront pas d'être passionnants, compte tenu de l'importance des défis qui nous attendent. Parmi les plus urgents et les plus difficiles à relever, il y a sans doute à la fois la nécessité de retrouver les voies d'une coopération internationale qui évite les guerres et la nécessité de construire une Europe beaucoup plus forte. L'élaboration d'une politique industrielle de défense européenne dont votre conférence se propose aujourd'hui d'imaginer les contours participe sans conteste de cette ambition. Je vous souhaite à tous une riche et dense journée d'échange en vous remerciant pour votre présence et pour votre implication.